parle beaucoup de cet Independiente del Valle qui sort beaucoup de gros joueurs ces dernières saisons. Non, mais c'est ça. C'est le mot-clé. Independiente del Valle, c'est le mot-clé dans toute cette, si on peut employer des termes un peu percutants dans cette révolution footballistique qu'a connue l'Équateur ces dernières années. C'est ce club qui a tout changé. C'est un club qui a été repris en main par un homme qui dirige des chaînes de fast-food. Enfin, voilà, il y a 2007, je crois, à peu près par là, et qui a fait un choix assez simple, de se dire, plutôt que de mettre de l'argent de payer des joueurs étrangers qui viennent de second marché et qui vont nous coûter plus qu'ils nous rapportent, on va construire nous-mêmes nos joueurs. Donc, ils se sont tournés vers la formation. Ils se sont rapprochés de l'Aspire Academy au Qatar. C'est pour ça qu'on a vu certains techniciens qui sont passés par l'Aspire, qui sont allés à Independiente del Valle. Et ils ont travaillé en fond, ils ont quadrillé le pays un peu à la Bielsa. Ils sont beaucoup allés dans une province qui est collée à la Colombie, qui est la province d'Esmeraldas. Si vous regardez tous les joueurs dont on parle, ils viennent quasiment tous de là. C'est vraiment le vivier du football équatorien actuel. Les Moisés Caicedo, Piero Hincapié, ils viennent de là, de cette province-là. Et ils ont travaillé, et ils ont eu des résultats qui se sont construits au fur et à mesure. On les a vus sur la Copa Libertadores U20, par exemple, ils ont fait 4 finales sur les 9 éditions. Donc, c'est pas anodin. Et puis, ils ont récolté des résultats aussi chez les pros, puisque les garçons, en fait, travaillent chez les jeunes, arrivent dans l'équipe première, accumulent les matchs, ont du talent parce qu'ils sont bien formés aussi. Et on a vu une Independiente del Valle en finale de la Libertadores, qui est l'équivalent de la Ligue des Champions en 2016. Ils ont gagné la Sudamericana, qui est l'équivalent de l'Europa League en 2019, en 2020. Et voilà. Et à chaque fois, ces joueurs-là restaient le temps pour... c'est une exception Ordóñez d'ailleurs dans ce schéma-là, mais la plupart du temps, on les a vus en Libertadores U20, on les a vus dans les compétitions continentales chez les A, et ensuite on les a vus partir en Europe. Et là aujourd'hui, la majorité de la sélection équatorienne est passée par Independiente del Valle. Je crois qu'Independiente a mis une petite fessée en Sudamericana à Vasco de Gama aussi tout récemment. Nicolas Cougo, rédacteur en chef pour le site Lucarno Posé, spécialisé dans le foot sud-américain, est l'invité de l'After. On lui demande un petit peu son éclairage sur ce Joël Ordóñez, la nouvelle piste de l'OM en défense centrale, et plus globalement sur ce foot équatorien qui monte en puissance. Nicolas, je sais que Walid et Elton ont des questions. Moi, j'ai une question qui est intéressante. Alors, c'est bien d'avoir des résultats sur le continent, mais moi, ce qui me fascine quand je regarde ces joueurs, c'est la capacité et la qualité d'adaptation. C'est-à-dire que quand on regarde Caicedo, quand on regarde Pacho pour le PSG, on vient d'évoquer Ordóñez qui sort de quand même 49 matchs avec Bruges à seulement 21 ans. C'est un trait, le trait de caractère, cette personnalité, elle a été travaillée dès la formation ou ses propres joueurs? Écoute, la majorité des joueurs qui sortent, j'aurais tendance à te dire, pour te répondre de manière courte, que oui, c'est lié dans les profils qu'ils vont chercher. Parce que tu vois, dans les profils, je parle des profils humains, pas des profils de joueurs. C'est-à-dire, des joueurs qui travaillent, des joueurs qui ont une certaine discipline et qui donc forcément, quand tu travailles bien, quand tu es discipliné, quand tu écoutes, tu avances et tu t'adaptes. Et tu t'adaptes très vite et très jeune. Et ils sont aussi lancés très jeunes, pour le coup. Là, Kendry Páez a été lancé à 15 ans. Bon, lui, c'est peut-être un peu jeune, et c'est peut-être l'exception, entre guillemets, parce qu'en ce moment, c'est compliqué, Páez. Mais de manière générale, il y a vraiment, c'est vraiment dans la formation où il y a ce travail-là qui est fait sur un certain code de discipline générale au sein du club. Justement, un petit mot sur ce Kendry Páez. Tu dis que c'est difficile en ce moment. On parle d'un joueur qui vient d'avoir 18 ans, prêté par Chelsea à Strasbourg, évidemment. On va le découvrir en Ligue 1. On va découvrir un joueur excitant. Tu m'aurais posé la question il y a un an, je t'aurais dit oui. Le problème, c'est que Kendry Páez, ça fait 7 mois qu'il joue plus. Ça fait 7 mois qu'il passe son temps à faire des stages, un coup à Chelsea, un coup une semaine à Strasbourg. On rappelle en fait qu'il devait attendre sa majorité, à ses 18 ans pour pouvoir aller à Chelsea. Ouais. Exactement, et il ne joue plus avec Independiente del Valle depuis fin d'année dernière, donc du coup. Tu vois, pour le coup, on est dans un schéma très différent. Parce qu'autant, par exemple, pour refaire le parallèle avec Ordóñez est parti très vite par rapport aux autres. Il doit avoir même pas 20 matchs avec les A d'Independiente del Valle. Mais ça s'est fait de manière assez naturelle. Et il est parti en Belgique, il a joué en D2, il a pris le temps d'apprendre, d'être mis en place. Kendry Páez, il y a un trou là dans sa carrière. Il ne joue plus depuis 7 mois. Donc je ne sais pas dans quel état il est, le garçon. Sachant qu'en plus, par rapport aux autres, il est particulièrement jeune. Donc c'est assez compliqué. On l'a vu en sélection parce que le sélectionneur l'a fait jouer sur l'un des derniers matchs des éliminatoires de la dernière session. Ça a beaucoup râlé en Équateur d'ailleurs, le fait qu'il joue, parce qu'il ne joue plus en club.
Et c'était pas le Kendry Páez qu'on connaissait. On l'a vu avec les jeunes au Sudamericano U20. C'était pas le Kendry Páez qu'on connaissait, mais c'est un garçon qui est en manque de rythme, quoi, totalement, qui est plus, pour l'instant, depuis 6 mois, qui n'est plus joueur de foot. Et c'était quoi le Kendry Páez qu'on connaissait justement? C'est un dribbleur, un provocateur, un mec qui crée, qui peut terminer les actions. Ouais, c'est un peu ça. C'est un joueur qui a, enfin, bon, ça fait gaucher, hein, c'est ça? Pardon? C'est ça, ouais, gaucher, ouais. Ouais, et puis un peu entre le meneur de jeu et l'ailier capable de perforer et de faire mal à des défenses par son talent. C'est un joueur qui a une technique rare, vraiment. Si on arrive à le retrouver, bon, il est tout jeune, donc on va le retrouver à son niveau, hein, on va pas se mentir. Mais quand il sera véritablement à son niveau, vous allez voir tout de suite sur la façon dont il prend le ballon, sur la façon dont il s'oriente, sa lecture corporelle, la façon dont il interagit avec le ballon, on voit que c'est un joueur différent. C'est techniquement très très fort. C'est capable de créer à partir de rien. Donc oui, c'est un joueur frisson, hein, c'est un joueur hyper excitant. Qui va faire plaisir aux supporters du Racing Club de Strasbourg. Une question, Nico, sur l'Équateur de manière globale par rapport à la qualification à la Coupe du Monde. On va sûrement les retrouver vu qu'ils sont deuxièmes et qu'ils ont une marge avec le 7e. 5 buts encaissés en 16 matchs. Ouais, avec une solidité défensive incroyable. Parle-nous un peu de leurs éliminatoires. Il reste quoi? Il reste 2 matchs encore pour aller en Coupe du Monde. Et parle-nous peut-être des ambitions de cette équipe, parce qu'on les avait vus déjà sur la dernière Coupe du Monde où ils s'étaient fait piquer leur ticket des 8e face au Sénégal. Et quart de finale en Copa contre l'Argentine aussi. Et quart de finale en Copa. Donc c'est une équipe qui progresse. Et par rapport à Ordonez notamment, ça peut être aussi des joueurs qui vont être exposés dans ce type de compétition et qui peuvent gagner en valeur marchande pour un club comme l'OM ou autre. Ah oui, complètement. Quelles sont les ambitions de l'Équateur à la Coupe du Monde? J'ai envie de te dire. Alors c'est particulier parce qu'en plus on est sur une Coupe du Monde à 48. Donc on a des 16e de finale en plus. Donc est-ce que quand tu vas en 16e de finale, tu réussis ta Coupe du Monde, ou est-ce qu'il faut viser un 8e? Naïvement, j'ai envie de dire que si l'Équateur doit faire une vraie Coupe du Monde, c'est entre guillemets minimum 8e de finale. C'est des ambitions à fixer. La seule inconnue, c'est que les joueurs sont pour la plupart assez jeunes, encore quand même. Donc il y a toujours cet aspect psychologique, gestion mentale d'un tel événement, même s'ils ont de la bouteille, même s'ils commencent à en avoir. Et tu parlais de la Copa América, le quart de finale face à l'Argentine. Ils sont la seule équipe à avoir vraiment malmené l'Argentine dans cette Copa América. Ils auraient dû se qualifier. Enfin, c'est facile de dire ils auraient dû, ils l'ont pas fait. Mais ça s'est joué à rien du tout, la qualif de l'Argentine, hein, sur ce match-là. Ils ont méchamment dominé l'Argentine. Donc, je ne sais pas si on peut dire qu'ils peuvent être extrêmement ambitieux. Moi, ma limite, c'est pas les joueurs. Ça peut être une surprise, quoi. Ça peut être une surprise. Ça peut être une surprise, mais vraiment, moi, ma limite, c'est le sélectionneur. Voilà, pour dire les choses très clairement. Mais parce sinon, qu'un quatuor Ordonez, Pacho, Incapié et Stupinian avec devant eux Caicedo, va falloir marquer des buts. Hein. Ah la preuve, hein. La preuve. Donc il leur manque peut-être il leur manque peut-être une deuxième arme offensive derrière Ener. Derrière Ener Valencia, c'est un petit peu plus compliqué pour trouver un autre avant-centre derrière Valencia, mais bon, Valencia va te faire le taf. Mais sinon, oui, non, c'est une équipe. Sur le papier, ça doit aller c'est facile à dire comme ça, mais au moins un 8e de finale.